En une seule minute, un siècle d'histoire s'est éteint. General Electric, le géant qui a illuminé des foyers et propulsé l'industrie, a fermé ses usines aux États-Unis, laissant des milliers de personnes à la rue et des communautés entières au bord de l'effondrement. Quelle force invisible peut ainsi abattre un titan industriel d'un seul coup? Est-ce la faute des politiques qui promettaient de protéger l'emploi ou d'un monde qui n'attend plus les retardataires? Aujourd'hui, nous allons décrypter les véritables raisons derrière cette fermeture massive et découvrir comment un simple changement tarifaire a redessiné la carte de l'industrie mondiale. Partie 1. Le choc foudroyant, fermeture et licenciement massif. Mardi, 7h du matin, heure de la côte Est. L'écran installé dans la cafétéria de l'usine de Cincinnati a interrompu son programme habituel de nouvelles économiques pour diffuser en direct une déclaration urgente du siège de Boston. Le logo bleu de JE clignotait comme une vieille ampoule sur le point de griller, et un silence électrique a envahi les centaines d'ouvriers qui tenaient encore leurs tasses fumantes, fidèles à la routine quotidienne. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. La voix du directeur général, tranchante et calme, prononça la phrase que personne ne s'attendait à entendre. À effet immédiat, nous procédons à la fermeture de toutes les opérations de fabrication lourde sur le sol américain. En 3 secondes, des centaines de téléphones vibrèrent à l'unisson. Et, dehors, sous un ciel gris de mars, les caméras des chaînes locales levèrent leurs mâts pendant que les drones bourdonnaient à la recherche du plan dévastateur de la façade rougeâtre. À Cedar Rapids, Erie, Schenectady, Fort Wayne, Peoria et Pittsfield, la nouvelle se propagea comme un éclair. Un cariste qui venait tout juste de badger fit demi-tour en voyant son superviseur s'effondrer sur une pile de palettes, le regard vide. Un emblème centenaire tombait et avec fracas. 2600 emplois directs supprimés dans le Midwest, 1800 dans le Nord-Est, rayés en quelques heures et 4000 autres sous-traitants suspendus à un fil, tandis qu'un effet domino menaçait une constellation de petits fournisseurs de vis de précision, de câbles en cuivre et de services de maintenance. Chaque nom sur la liste des licenciés racontait une histoire brutalement interrompue. L'opératrice qui finançait les études universitaires de sa fille, le technicien qui venait de signer le prêt immobilier de la maison de ses rêves, le chauffeur retraité revenu sur la ligne pour compléter sa pension. Sur la table de cuisine de chacun, la même lettre. Merci pour votre engagement. Votre poste est supprimé à compter d'aujourd'hui. Les premières heures apportèrent le chaos de l'incertitude. Sur Twitter, le mot-clé #GES_Hutdown devint tendance mondiale en moins de 20 minutes. Et une vague de messages mêla colère, théorie du complot et témoignages à vif. Un employé de la division des turbines posta une vidéo tenant sa blouse bleue à la main, les larmes aux yeux, parcourant la ligne où il avait travaillé pendant 17 ans. Des centaines de milliers de personnes visionnèrent la séquence dans la matinée, faisant du geste de suspendre sa blouse un symbole de la journée. Les mairies convoquèrent des conférences de presse improvisées. À Pittsfield, la mère Blanca Morales, fille d'un immigrant costaricien entré chez GE 30 ans plus tôt, déclara devant un pupitre de fortune que la ville affrontait l'épreuve la plus difficile de son histoire récente. Ces mots se perdaient dans le vent glacé, tandis que derrière elle se dressait l'immense usine, désormais colosse silencieux. L'ampleur territoriale de la fermeture s'esquissa d'un simple trait sur la carte. Des grands lacs à l'Atlantique, les points rouges signalaient les installations éteintes. La Rust Belt, qui digérait depuis des années les restructurations, reçut le choc comme un coup de poing dans l'estomac. Dans l'Ohio, les comptables du comté de Mahoning calculaient en urgence la perte de recettes fiscales. 11 millions de dollars de moins en taxes d'entreprise, 8 millions en taxes foncières, 4 millions envolés en impôts sur les salaires. Dans le comté d'Onondaga, à New York, les administrateurs scolaires se réunissaient pour préparer des budgets d'urgence face à la chute imminente de la contribution de GE aux fonds éducatifs. La même scène se répétait du nord au sud. Le chiffre consolidé tomba en fin d'après-midi. La masse salariale annuelle supprimée atteignait 1,35 milliard de dollars et l'impact fiscal direct dépassait les 150 millions. Pour des villes encore marquées par les ravages de la grande récession, la nouvelle sonnait comme le retour de vieux démons. Les journaux télévisés exhumaient des images d'autres effondrements industriels. Certains comparèrent la journée à la fermeture de Bethlehem Steel en 2001, d'autres y voyaient l'écho dramatique de la faillite de Détroit plus de 10 ans auparavant. Pourtant,
Jamais autant d'usines d'une même entreprise n'avaient fermé leurs portes en parfaite synchronisation. Le correspondant d'une chaîne nationale décrivait la scène comme la chute au ralenti de dominos géants. Les drones filmaient des rangées de voitures sur les parkings, des véhicules que personne ne venait plus échanger lors des rotations, comme abandonnés. À l'intérieur, les couloirs brillaient sous les lumières de secours et l'air semblait plus froid sans le bourdonnement constant des machines. Un silence épais s'accumulait sur chaque poste de travail. Pendant que les employés rassemblèrent leurs affaires, l'entreprise publiait un second communiqué. Le texte affirmait que la décision avait été prise après des mois d'analyse et que ni les plans d'automatisation ni les réductions d'équipes n'avaient permis de compenser l'explosion des coûts liés à la nouvelle structure tarifaire. Le document concluait en assurant que la société offrirait un accompagnement au reclassement et des plans d'indemnisation. Dans les groupes sur le parking, la réponse mêlait incrédulité et colère. Un vétéran de l'usine d'Erie racontait qu'il avait vu arriver les premières machines quand il était enfant et ne pouvait imaginer un horizon sans les cheminées de la fonderie. Une ingénieure fraîchement diplômée, revenue dans sa ville natale pour travailler dans la tech, se demandait où elle pourrait retrouver un emploi équivalent sans quitter l'État. Les caméras capturaient les regards, la résignation, le désarroi. La scène se répétait à l'ouest de l'Hudson sur les ponts de l'Ohio et à chaque coin où le nom GE faisait partie du paysage mental. Parallèlement, les marchés réagissaient avec une froideur chirurgicale. L'action de l'entreprise gagnait 2 points dès l'ouverture de la séance boursière, reflet de la promesse d'économie, et les analystes de 2 grandes banques publiaient des notes saluant le courage stratégique de se délester d'un fardeau. À l'opposé, le syndicat United Electrical, Radio and Machine Workers of America convoquait une assemblée d'urgence et un piquet symbolique devant le siège. Les dirigeants syndicaux réclamaient une transparence totale et un plan fédéral pour amortir le choc. La tension était palpable alors que la police métropolitaine bouclait le périmètre pour éviter tout incident. Le correspondant d'un média hispanique en ligne interrogeait un soudeur d'origine mexicaine, en poste depuis 15 ans dans la ligne Turbine, qui décrivait la sensation de dérive. Il était venu aux États-Unis attiré par l'idée de stabilité et de progrès. Il se demandait maintenant s'il s'était trompé de carte. Tout au long de la journée, les témoignages affluaient. Une grand-mère d'origine portoricaine racontait en direct depuis Schenectady que 3 générations de sa famille avaient travaillé dans la même usine et qu'elle craignait maintenant de voir ses petits-enfants partir ailleurs. Sur YouTube, un créateur de contenu spécialisé en économie publiait une analyse express dépassant le demi-million de vues avant minuit. Sur TikTok, la nouvelle devenait une vague de mini-vidéos montrant des clés anglaises accrochées à des crochets, des uniformes pliés sur des tapis roulants arrêtés, des selfies devant les portails fermés. La réalité se transformait en mosaïque virale. Quand le soleil se coucha derrière les silos rouillés et que le vent du lac Erie recommença à battre les vitres, les lumières du parking s'éteignirent. Il ne restait qu'une rangée de lampadaires éclairant l'asphalte mouillé par la fine pluie. C'était la fin d'un mode de vie qui avait forgé l'identité de quartiers entiers et de milliers de familles. Et pourtant, dans ce silence douloureux, germait déjà la question que tous partageraient à l'aube. Pourquoi ? Partie 2. Pourquoi c'est arrivé ? Droits de douane, coûts et un cocktail impossible. La chute des cheminées n'a pas été un éclair dans un ciel serein. Pour comprendre l'effondrement, il faut revenir à janvier 2024, lorsque la Maison-Blanche a approuvé une augmentation des droits de douane sur l'acier importé jusqu'à 25%, ouvrant la voie à un doublement en cas d'escalade commerciale. L'objectif affiché était de protéger la production nationale et de revitaliser la sidérurgie américaine. Mais la réalité s'est avérée bien plus complexe. L'acier est le sang qui circule dans les veines de toute chaîne industrielle, et GE se trouvait en première ligne de la transfusion. Chaque turbine, chaque moteur, chaque carter de générateur contient des tonnes d'acier allié et lorsque le prix du métal s'est envolé, le cœur financier de l'entreprise a ressenti la pression. Dans les couloirs de la Tour de Verre à Boston, les analystes ont disséqué les chiffres. L'augmentation de 25% des coûts des matières premières a fait grimper le coût unitaire des turbines d'aviation de 18%, celui des générateurs de 15% et celui des transformateurs de 12%. Les feuilles de calcul se sont remplies de rouge. Sur un marché mondial, où les concurrents européens et asiatiques pouvaient y s'approvisionner en acier à moindre coût, GE a commencé à perdre des contrats. Un parc éolien offshore en mer du Nord, un projet hydroélectrique au Brésil et un appel d'offres ferroviaire en Inde ont été perdus en un seul trimestre.
Pour une multinationale aux marges étroites, toute perte de commande était fatale. L'entreprise a tenté de contenir l'hémorragie en réformant sa structure interne. D'abord par une modernisation accélérée, 180 millions de dollars ont été investis dans des robots de soudage et des bras d'assemblage intelligents. Le plan prévoyait une réduction de 10% des effectifs humains et une hausse de 15% de la productivité. Mais les robots ont autant besoin d'acier que les mains humaines et l'augmentation des coûts a neutralisé les bénéfices escomptés. Vint ensuite la renégociation avec les syndicats. Les discussions se sont étalées sur plusieurs semaines. On proposa de nouveaux roulements, un gel temporaire, des hausses salariales et des primes liées à la productivité. L'accord signé permettait une économie de 8 millions de dollars annuels, une goutte d'eau dans l'océan du déficit. Puis la direction a sollicité des incitations fiscales des États. Plusieurs gouverneurs ont promis des exonérations temporaires, des allègements de taxes foncières et des crédits pour l'investissement vert. Mais l'ensemble de ces aides ne couvrait même pas la moitié de la hausse des droits de douane. Pour aggraver la situation, l'inflation énergétique ajoutait une pression supplémentaire. Le gaz naturel atteignait des sommets en raison de l'instabilité géopolitique et l'électricité industrielle absorbait une autre part des marges. La tempête parfaite était en place. En octobre, un rapport interne auquel un journal financier eut accès avertissait que la production nationale n'était plus compétitive dans presque tous les segments, à l'exception de la défense. La direction convoqua les chefs d'unité. 10 jours plus tard, une équipe pluridisciplinaire s'envolait pour Mexico, Varsovie et Ho Chi Minh, avec pour mission de redessiner la géographie de la chaîne d'approvisionnement. Pendant ce temps, les lobbies de l'acier américain fêtèrent leur victoire médiatique. Une image inonda les journaux télévisés, le président serrant la main d'un groupe d'ouvriers casqués devant un haut fourneau en activité. Le discours politique clamait la victoire, mais sur les tableaux des ingénieurs de GE, les chiffres racontaient une toute autre histoire. La dynamique des coûts est implacable. Un moteur d'avion assemblé aux États-Unis coûtait 20% de plus qu'un moteur équivalent fabriqué en Pologne. Un générateur pour centrale hydroélectrique revenait 16% plus cher que son homologue produit au Vietnam. Et quand le client est un gouvernement étranger ou une entreprise énergétique mondiale, chaque pourcentage compte. Les concurrents exploitent ces écarts pour présenter des offres agressives et offrir des remises supplémentaires. Le courriel reçu dans les bureaux du conseil d'administration un jeudi après-midi fut décisif. Un consortium brésilien attribuait la construction de sa nouvelle centrale à un concurrent allemand car l'évaluation du coût sur la durée de vie indiquait une économie de 42 millions de dollars. Toute l'argumentation tenait en un seul paragraphe l'origine de l'acier. L'économiste Eduardo Sternberg, professeur de commerce international, accepta de répondre à un journaliste spécialisé en immigration de travail. Son intervention dura à peine 4 minutes mais devint virale. Sternberg expliqua que les droits de douane sont conçus comme des murs protecteurs, mais que dans un monde aux chaînes globales fragmentées, chaque mur ne fait que dévier les flux de capitaux vers des lieux où ils peuvent continuer de circuler. Ainsi, la barrière ne protège pas. Elle ne fait que redistribuer le mouvement. Les chiffres de GE en étaient l'illustration parfaite. Tandis que la rhétorique officielle célébrait la défense de l'emploi local, 4000 familles perdaient sur leurs revenus. Consciente de la tempête médiatique, l'entreprise divulgua des données comparatives. Production nationale, 73 $ de coût horaire. Production au Mexique, 32 $. En Pologne, 28. Au Vietnam, 23. Une fois additionné le droit de douane et la différence logistique, le résultat faisait pencher la balance de manière irréversible. Les négociations internes s'enlisèrent. À la 5e réunion, le directeur financier prononça la phrase qui glaça le comité d'usine « Nous n'avons plus de chemin vers la rentabilité en produisant ici ». C'est de cette constatation qu'est née la décision de fermer les sites. En décembre, la presse révéla un document envisageant de doubler le taux de droits de douane si l'Organisation mondiale du commerce validait la demande du gouvernement. Ce n'était encore qu'un brouillon, mais l'idée seule sema la panique. Le conseil d'administration avança le calendrier de restructuration et fixa la date butoir à mars. C'était une course contre le krach boursier et contre l'érosion des lignes de crédit. La tension était palpable dans les couloirs. Certains directeurs de division se réfugiaient derrière des chiffres. D'autres défendèrent leurs équipes avec ferveur. Les téléphones chauffaient entre Washington, Springfield et Columbus. Mais le bras de fer politique ne pouvait rien contre la physique des prix. La tempête de l'acier ne venait pas seule. Les nouveaux contrôles sur l'aluminium et une possible taxe compensatoire sur le cuivre complétèrent le tableau. Chaque feuille de calcul virait au rouge. L'ingénierie des coûts est un langage sans métaphore. Si la valeur des matières premières grimpe en proportion directe avec le volume, aucune ingéniosité ne peut endormir ce géant. Les fournisseurs envoyaient des lettres, révisant les prix chaque trimestre, et les contrats d'énergie fluctuaient avec les marchés à terme. Le siège était total. Quand la dernière réunion prit fin dans la tour de verre,
La décision était scellée. Une équipe juridique affina les conditions des indemnités. Une autre élabora une stratégie de communication pour éviter un effondrement boursier. Et le service de relations publiques composa un récit centré sur l'inévitable adaptation à une économie mondiale en mutation. Le discours fut préparé pour être prononcé d'un ton calme, presque clinique. Nous l'avons entendu dans la première partie. Après la mise en scène, il ne restait que la rupture. Le cocktail impossible de droits de douane, de coûts explosés et d'inflation énergétique avait englouti usine après usine. Le jour de la fermeture explosa et les questions qui flottaient au-dessus de la fumée des fours éteints exigeaient une réponse bien au-delà des frontières de tout comté, vers une carte mondiale qui redistribuait le pouls de l'industrie. Partie 3, relocalisation mondiale, de la Rust Belt à un monde multipolaire. Alors que les boulons tombaient dans des cartons en Ohio, un groupe de dirigeants de GE atterrissait à Mexico. L'aéroport les accueillait avec des banderoles de bienvenue signées par le secrétariat à l'économie et des représentants de l'État de Nuevo León. Rien de fortuit. Voilà des années que le Mexique se positionne comme un pôle de fabrication avancé et la hausse des droits de douane aux États-Unis a servi de tremplin à ses ambitions. L'équipe s'est rendue immédiatement dans une zone industrielle entourée d'éoliennes exploitant les vents du désert. Là, elle a trouvé des entrepôts prêts à être occupés et un réseau de fournisseurs d'acier approvisionnés par la sidérurgie locale, moins pénalisés par les taxes. Les chiffres faisaient rêver, une économie de 22% sur les coûts directs, une logistique simplifiée par la proximité de la frontière et un vivier de talents techniques formés dans des universités bilingues. Parallèlement, un autre contingent se déplaçait à Wrocław, en Pologne. Membre de l'Union européenne, le pays offre un accès libre à un marché de 500 millions de consommateurs et des subventions massives pour les projets de transition verte. Les autorités polonaises ont déroulé le tapis rouge des incitations. Réduction de l'impôt sur les sociétés pendant 10 ans, exonération des droits de douane intracommunautaires et participation de l'État au financement des réseaux de transport. Une diapositive de la présentation montrait un axe logistique reliant la Silésie au port de Hambourg en 12 heures. GE souriait à la promesse de livrer des turbines en mer Baltique et des pièces de rechange en Scandinavie sans surcoût. Mais la véritable perle se trouvait à Ho Chi Minh Ville. Là-bas, le salaire moyen d'un technicien spécialisé avoisine les $500 par mois et le gouvernement a signé des accords de libre-échange avec 14 pays de la région Asie-Pacifique. Dans un monde où la demande d'énergie pour les centres de données, les pôles pétrochimiques et les réseaux de transport explosent, l'emplacement stratégique était irrésistible. L'entreprise a négocié des terrains à côté d'un nouveau parc logistique relié par train à grande vitesse au port de Kaimep, porte d'entrée des superconteneurs traversant le détroit de Malacca. Le silence des usines fermées se transformait en battement de moteurs tout neufs à l'autre bout du monde. La carte interactive, préparée par le département communication, montrait des flèches bleues courbées depuis la région des Grands Lacs vers 3 continents. Une chorégraphie de délocalisation millimétrée. Le discours officiel soulignait la nécessité de produire au plus près des marchés émergents et des matières de première. Un mantra repris à Davos et lors des sommets de l'OCDE. Pourtant, le fond du raisonnement restait inchangé. De l'acier moins cher et une absence de droits de douane. À chaque destination, la réception médiatique variait. À Monterrey, un journal télévisé célébrait l'arrivée de la multinationale avec de la musique de mariachis et des témoignages d'étudiants en ingénierie mécanique rêvant de stages rémunérés. À Katowice, les journaux évoquaient les blessures de la reconversion minière et saluaient l'arrivée d'une industrie propre. Au Vietnam, la télévision d'État montrait les dirigeants signant sous des drapeaux rouges. Le discours de la ministre du Commerce proclamait le début d'une nouvelle ère de coopération technologique. En revanche, à Pittsburgh, les titres parlaient de trahison. Ce contraste d'émotions illustrait la fracture mondiale. Les économistes de l'Institut Peterson ont publié une étude accablante. GE réduira ses coûts structurels d'environ 20%, écrivait-il, mais les États-Unis pourraient en perdre entre 10 000 et 15 000 emplois indirects, incluant des fournisseurs de pièces, des services de transport et de petites entreprises d'ingénierie. Le document concluait que la fuite de la production engendrait un effet multiplicateur négatif supérieur à tous les bénéfices attendus des incitations douanières. Dans l'usine vide de Cedar Rapids, le rapport résonnait comme un épitaphe scientifique. Ce mouvement ne survenait pas dans le vide. Semaine après semaine, d'autres géants industriels confirmèrent des plans similaires. GM déplaçait la production de systèmes de refroidissement pour véhicules électriques à Guadalajara. Ford transférerait la production de faisceaux de câbles en Turquie. Bosch agrandissait sa méga-usine de capteurs en Malaisie. Le schéma se répétait avec la précision d'un algorithme. Nouvelle taxe, coût en hausse, décision de migrer.
La carte du monde se redessinait à une vitesse vertigineuse, chaque flèche bleue traçant un point rouge à l'intérieur des États-Unis. Un journaliste en géographie économique superposa tous ces flux, et le résultat ressemblait à une toile d'araignée brillante enveloppant la planète, donnant l'impression que le cœur productif se déplaçait vers le sud et l'est. Pour les nouveaux hôtes, les promesses de prospérité s'accompagnaient de prudence. Les syndicats mexicains mettaient en garde contre le risque de retomber dans une dépendance aux maquiladoras à faible valeur ajoutée. En Europe de l'Est, certains universitaires craignaient qu'une politique de travail laxiste ne dégrade les salaires réels. Au Vietnam, des débats apparaissaient sur l'équilibre environnemental. Pourtant, l'attrait de l'emploi immédiat et du transfert technologique imposait sa force. Une aciérie vietnamienne annonçait la construction d'un laminoir de dernière génération pour approvisionner GE. Le cercle était bouclé. De l'acier bon marché pour des turbines à bas prix. Le cycle continuait, mais désormais à une autre latitude. Les immigrés, qui avaient trouvé en GE leur passeport vers la classe moyenne américaine, vivaient la paradoxale ironie. Tandis que leurs familles au Mexique, en Pologne ou au Vietnam pouvaient indirectement profiter des nouveaux emplois, leur foyer en Ohio se retrouvait vide d'opportunités. Un ouvrier d'origine Oaxaquena décrivait dans un reportage un sentiment de déracinement inversé. Il était venu aux États-Unis en quête du rêve industriel et voyait désormais l'avenir de ses enfants naître au sud de la frontière. L'économie mondiale est un miroir à deux faces et le reflet change selon le côté du verre. Les analystes logistiques mettaient en avant un avantage supplémentaire. Produire à proximité des grands ports asiatiques réduit les délais d'expédition vers le Moyen-Orient et l'Océanie, des marchés en pleine croissance pour les turbines à gaz. De la même manière, assembler des générateurs en Pologne permettra d'approvisionner les parcs éoliens de la mer du Nord et de la Baltique sans droit de passage transatlantique. Par ailleurs, la proximité du Mexique avec les États-Unis continuera de faciliter la fourniture de pièces détachées aux clients nord-américains via le corridor commercial de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Les pièces parcourront les routes en moins de 2 jours, là où elles quittaient auparavant un entrepôt de l'Indiana. L'entreprise présentait cette décision comme un pari sur l'efficacité, la rapidité et la durabilité. Mais la réalité, c'est que chaque kilomètre évitant la douane américaine se traduisait par de l'argent comptant. Sous la lumière froide des panneaux de la salle du conseil d'administration, cette nouvelle configuration promettait des marges opérationnelles restaurées, des investisseurs satisfaits et un avantage concurrentiel renouvelé. Mais derrière ces chiffres sommeillent les usines éteintes, une armée de techniciens sans emploi et des quartiers entiers privés de cheminées. La Rust Belt se fissurait un peu plus et le monde multipolaire ouvrait les bras à la nouvelle production. Voilà comment la mondialisation se nourrit des fissures dans les murs qu'on érige pour l'arrêter. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Partie 4, conséquences et perspectives. Communauté meurtrie, débat animé. Le matin suivant la fermeture, les cafés du centre d'Héry ouvraient avec l'arôme habituel, mais avec des tables à moitié vides. Le propriétaire de la pâtisserie du coin du parc est estimé à vue de nez que ses ventes matinales avaient déjà chuté de 25%. Un professeur d'économie urbaine définirait ce phénomène comme un effet périphérique immédiat. Quand un employeur pivot disparaît, le tissu commercial s'effondre en cascade. À Onondaga, la chaîne locale de blanchisserie a vu son chiffre d'affaires diminuer. À Peoria, les concessionnaires automobiles se préparaient à freiner les commandes. Les barbes des voisins brûlaient et tout le quartier sentait la fumée. Les départements de développement professionnel de 3 universités publiques ont lancé des programmes de recyclage accéléré. Cours de robotique, programmation en Python et maintenance de panneaux solaires. L'inscription était gratuite pour les employés licenciés de GE. De l'autre côté de la salle, la réalité imposait son scepticisme. Un technicien de 48 ans qui avait lubrifié des engrenages toute sa vie demandait, les yeux brillants, comment il pourrait concurrencer de jeunes gens de 21 ans tout juste sortis de l'école. Le professeur répondait avec enthousiasme, mais les murs de la salle semblaient absorber sa foi pour la diluer en mélancolie. Ce n'était pas une question de volonté individuelle, c'était un courant venu d'en haut. Les maires prirent un ton guerrier. Ils apparurent à la télévision pour exiger du Congrès un fonds d'urgence pour la vallée du Mohawk, pour le comté de Vigo, pour chacun des territoires qui avaient perdu leur colonne vertébrale industrielle. Le gouverneur de l'Ohio demanda à Washington une zone fiscale spéciale d'opportunité. Celui de New York proposa un programme pour reconvertir des usines en hubs de batteries pour véhicules électriques. Pourtant, la même vague tarifaire qui étouffait GE étouffait d'autres secteurs. Le budget fédéral se tendait entre priorités électorales et déficit croissant.
Le rallye d'intérêts opposés transformait chaque demande en un aboiement dans un cœur saturé. La sphère politique nationale entra en combustion. Un sénateur porta la cause du protectionnisme et présenta un projet de loi obligeant les entreprises ayant reçu des subventions publiques à rembourser chaque centime avant de délocaliser. Un autre sénateur répliqua que la solution passait par la promotion de l'innovation et la réduction des formalités pour l'industrie technologique. À la Chambre des représentants, des discours enflammés se firent entendre. Un congressiste d'origine nicaraguayenne représentant un district industriel raconta l'histoire de ses électeurs. Des gens qui ont construit cette nation à la sueur de leur front et qui aujourd'hui se sentent sacrifiés sur l'autel de la rhétorique électorale. La phrase fut reprise dans les journaux télévisés en espagnol. L'ancien président Trump répondit sur son réseau social. Il célébra la force de l'acier américain et blâma la direction de GE pour déloyauté. Ses partisans viralisèrent l'idée d'un boycott des produits de la firme. Immédiatement, apparurent des vidéos de propriétaires brûlant des manuels de micro-ondes et des dictons mordant sur des turbines ne portant plus le sang américain. De l'autre côté, des chroniqueurs libéraux critiquaient la vision protectionniste. « La guerre commerciale nous a tiré une balle dans le pied », écrivit un prix Nobel. Le pays se déchirait une fois de plus entre deux récits irréconciliables. Les syndicats organisèrent des caravanes vers Washington. Des centaines de licenciés marchaient sous des pancartes blanches. Une femme d'origine dominicaine brandit le portrait de son grand-père entré dans l'usine dans les années 60. Une journaliste raconta que la photo était devenue le symbole de la marche. La mèche émotionnelle était allumée. Les télévisions montrèrent le trajet des autobus. Les commentateurs débattaient des statistiques. Pendant ce temps, à Monterrey, un festival musical célébrait l'arrivée de GE avec une scène sponsorisée. Les notes de rock industriel résonnaient là où autrefois rugissait la flamme en Pennsylvanie. Le contraste était un plan parfait pour un documentaire. L'effet domino menaçait de s'étendre. La Chambre de commerce des États-Unis publia un communiqué avertissant que plus de 700 entreprises envisagèrent de déménager si les tarifs étaient maintenus. Un centre d'études calcula que le taux de chômage dans la ceinture industrielle pourrait bondir de 2 points en un an, suffisant pour pousser des milliers de familles sous le seuil de pauvreté. Les analystes de Wall Street observaient la tendance avec froideur. Certains fonds pariaient que le réajustement favoriserait la rentabilité globale des multinationales au détriment des travailleurs locaux. D'autres craignaient l'instabilité sociale découlant de la désindustrialisation. Le plateau bougeait à des vitesses différentes et personne ne semblait en être le pilote. Au milieu du tumulte émergèrent des voix appelant à la mesure. L'économiste Sternberg publia un article défendant la nécessité d'un plan industriel combinant des stimulations à l'innovation, une protection temporaire et un engagement des entreprises à réinvestir leurs bénéfices sur le sol national. Le texte proposait des incitations à la fabrication de semi-conducteurs, la modernisation du réseau ferroviaire et la création de zones d'essai pour de nouvelles formes d'énergie. Mais il avertissait que sans consensus politique stable, les multinationales emprunteraient toujours la voie facile de la délocalisation. Concurrencer avec des salaires de $30 de l'heure contre 5 reste une chimère sans innovation radicale. La proposition circula, fut saluée par les universitaires et enterrée dans le calendrier législatif. Au coucher du soleil du 10e jour après la fermeture, à Pittsfield, un groupe de voisins se réunit sur le terrain de baseball du quartier pour planifier une coopérative d'énergie solaire. Ils veulent occuper une partie du terrain que GE laissera libre. Personne ne sait s'ils obtiendront des fonds, mais dans leur regard brille l'étincelle de la résilience. Un vieil homme à la retraite se souvient que son grand-père a vécu l'effondrement de l'industrie textile en Nouvelle-Angleterre. La ville est morte, dit-il, mais les parcs technologiques y sont nés. Parfois l'histoire tourne en rond, parfois une fin est un commencement déguisé. Si ce voyage t'a paru révélateur, éclaire le chemin en laissant un j'aime et en t'abonnant pour que nous continuions ensemble à déchiffrer les cartes invisibles de l'économie et de la politique qui nous relient tous.